voilà, en parlant de la louve, on peut pas dire qu'on voit sa queue. Oui, la louve a une queue quand même. Hein. Madame Emmanuelle Faubert, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, on s'est mal compris, hein, on s'est mal compris. Moi, je pensais que vous alliez être en direct, oui, en visuel avec moi, mais on s'est mal compris. Mieux vaut tard que jamais, pas vrai? Oui. Bon. Excusez-moi, je pensais que c'était par téléphone. Bon, alors, non, mais c'est correct, c'est correct. Vous êtes là et c'est ça qui compte. Alors, parce que on a été littéralement surpris par l'annonce, moi-même en tout cas, hein, l'annonce de quelques mini-hôpitaux privés gérés par des entrepreneurs indépendants. Et on est quand même dans un monde où on s'efforce de redonner ses lustres au système de santé public. Et c'est le gouvernement même qui va créer de mini-hôpitaux privés. Alors là, on est perdu. Expliquez-nous, vous parlez de ce succès avec cette étude, succès de ces mini-hôpitaux. Expliquez-nous la chose. Mais dans le fond, on parle ici de mini-hôpitaux de gérer de façon indépendante, mais il faut jamais oublier que les médecins sont payés à travers la RAMQ. Les patients, ce sont des patients couverts par la RAMQ. Les patients vont se rendre là-bas et vont y aller avec leur carte d'assurance maladie, leur carte soleil, pas la carte de crédit. Donc, ça reste des soins publics. L'aspect qui est indépendant, c'est vraiment la gestion. Et le but de ça, c'est vraiment d'innover, de trouver des moyens, des moyens de faire au niveau organisationnel qui vont permettre de soigner plus de patients avec les moyens du bord. Alors, donc, c'est une façon de dire que tous les gestionnaires de nos centres hospitaliers, nos cliniques publiques, pas privées là, mais les publics, sont des ripoux ou bien qu'ils savent vraiment pas compter 1 + 1, ça fait 2, non? C'est vraiment la structure administrative dans le système public. Elle est extrêmement lourde. Il y a toutes les conventions collectives. Il y a toute une hiérarchie qui fait en sorte que les gens qui sont sur place, le personnel de la santé qui est sur place, n'a pas la flexibilité, que ce soit au niveau des horaires, de la gestion du personnel. Ils n'arrivent pas à avoir ce dont ils ont besoin pour bien prendre soin de leurs patients. C'est pas que les gestionnaires qui sont sur place ne savent pas compter, c'est qu'ils sont soumis à des normes, à des règles, à des contraintes, des restrictions qui les empêchent de tirer pleinement profit des ressources qui sont à leur disposition. Alors, c'est pas parce que je veux vous manquer de respect. Ce que vous dites là, c'est tellement évident que je dirais à la rigueur qu'on n'aurait même pas besoin d'avoir la tête à Papineau. C'est une expression beaucoup plus respectueuse pour savoir qu'effectivement, ces hôpitaux, comme par exemple le CHUM de Montréal, avec ses milliers d'employés, deviennent des monstres, n'est-ce pas, incontrôlables. Mais lorsqu'on fait de mini-hôpitaux gérés avec vraiment doigté et des entrepreneurs indépendants, on veut prouver quoi? Parce que vous et moi, nous le savions même avant cette étude, que une des difficultés, c'est que c'est gros et c'est beaucoup de monde à la messe. Oui, tout à fait. En fait, c'est que les entrepreneurs, l'avantage qu'ils ont comparé aux gestionnaires du système public, c'est qu'ils ont une incitation qui est différente. Ils ont des incitations à innover. Et à travers l'innovation, l'idée, c'est qu'ils découvrent des moyens de faire mieux sur le terrain. Mm-hmm. Et une fois qu'il y a ces innovations-là qui sont faites, après ça, on va pouvoir les transférer au système public à plus grande échelle. Mais c'est difficile de faire ces innovations-là dans un gros contexte hospitalier. C'est beaucoup plus facile à petite échelle et après ça, de l'adapter dans le système en son entier. Est-ce que ça voudrait dire que dans un grand CHUM comme ça, qui serait l'équivalent de, n'exagérons rien, mais au moins de 50
mini-hôpitaux qu'on va diriger comme s'il s'agirait de 50, on va avoir 50 administrations, 50 petits hôpitaux à l'intérieur du grand CHUM pour obtenir le même résultat qu'on obtient avec un mini-hôpital? Faut faire attention parce qu'on va pas tout dédoubler non plus. Mais c'est certain que quand les choses sont adoptées à plus petite échelle et qu'après ça, elles sont adoptées à plus grande échelle, pas besoin de tout rapetisser. Mais en même temps, la flexibilité est vraiment importante et à petite échelle, c'est plus facile d'avoir cette flexibilité-là, de développer des moyens. Après ça, parce c'est sûr qu'on veut garder nos employés du système de la santé, on veut pas les perdre. Et souvent, c'est une option qui s'offre à eux d'aller dans ces mini-hôpitaux, dans les cliniques de super infirmières et tout, qui permettrait de garder ces employés-là. Il faut pas oublier que, puisque ce sont les patients des listes d'attente publiques qui vont dans les mini-hôpitaux, on s'entend que ça va réduire la pression sur le gros système hospitalier. Donc, chaque patient qui va pouvoir être vu ailleurs, c'est un patient de moins dans les salles d'attente au CHUM, par exemple. Non, mais ça, c'est évident. Quand un patient se retire du système public, eh ben, ça ouvre la porte pour un autre qui est sur la liste d'attente. Mais lorsqu'on remet tout ce beau monde ensemble, lorsqu'on prend ces mini-hôpitaux, on les met tous ensemble et ça devient un gros CHUM, donc le même problème se pose de nouveau, non? C'est justement pour ça qu'il faut changer changer les structures organisationnelles. C'est pour ça qu'il faut essayer nouveau. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des grands CHUM, mais une fois qu'il y a les innovations qui ont été développées, là, le CHUM va pouvoir les adopter. Et là, le CHUM va pouvoir voir plus de patients en une journée, va pouvoir garder ses employés. Ça va améliorer vraiment l'accès à tout le monde. Que ça soit après ça de la première ligne, parce que dans les mini-hôpitaux, c'est pas juste les urgences. Oui, il y a les urgences, mais il y a aussi groupe de médecine familiale, il y aura aussi des prélèvements sanguins, la radio, plusieurs choses qui vont pouvoir permettre d'alléger vraiment la pression sur les grands hôpitaux. Alors, il y a une conclusion qui s'impose, Madame Faubert, c'est clair. On regarde la gestion dans le public, la grosse gestion monstrueuse, n'est-ce pas? Et on va comparer avec la gestion dans le privé, faite vraiment en bon père de famille, en bonne mère de famille, n'est-ce pas? Et puis, on va voir que la gestion du privé est meilleure que la gestion du public. Tant qu'à y être, pourquoi ne pas tout privatiser? On veut garder un système de santé universel. Ça, c'est certain. On veut un système qui est accessible à tout le monde. Est-ce que je peux oser? Oui. Vous et moi, nous voulons. Mais est-ce qu'on peut donner la garantie pour tout le monde et tous nos dirigeants, savoir qu'ils veulent garder un système public? On ne le dirait pas fort, mais nous savons que tout le monde ne veut pas nécessairement un système public. Le plus important dans tout ça, c'est pas si c'est privé, public, indépendant, peu importe comment on appelle ça. L'important, c'est un système de santé universel. Et là, si on regarde dans la majorité des pays, là, c'est la norme d'avoir une mixité dans les systèmes. Au sein d'un système universel, si tu regardes en France, en Nouvelle-Zélande, il y a 30% des hôpitaux qui sont à but lucratif. Tu as aux Pays-Bas où c'est 80%. Mais dans ces pays-là qu'on mentionne, ça reste des systèmes de santé universels. Donc, c'est pas le gestionnaire qui détermine si on a un système de santé universel, c'est vraiment l'accès. Et en réduisant la pression sur le système hospitalier, c'est ça le but. C'est comme ça qu'on va pouvoir réduire la pression et améliorer l'accès. Mais il faut admettre que c'est un début, ça fait tellement longtemps, peut-être que vous n'étiez pas encore né lorsqu'on a commencé à parler d'un système de santé à double vitesse.
Et là, on parle même d'un système à double, peut-être triple vitesse déjà. Et que la démonstration qui est faite, c'est que ça finit toujours par coûter cher aux contribuables qui veulent avoir les meilleurs services qu'on trouve dans le privé. Donc, ça commence mal par chez nous, non? Mais plus on arrive à augmenter l'efficacité, l'efficience de notre système, moins il y aura de gens qui vont devoir et même vouloir payer de leur poche pour des soins. Le but vraiment, c'est que les gens, quand ils en ont besoin, ils vont aller avec leur carte soleil puis ils vont avoir leurs soins avec une attente qui est raisonnable. C'est vraiment ça le but de tout ça. C'est pas de... faut pas qu'on se compare au système américain, il faut qu'on se compare ailleurs puis qu'on réalise qu'il y a des moyens de faire mieux avec ce qu'on a. Et il faut essayer des choses puis juste envoyer plus d'argent dans le système comme on fait depuis des décennies, ça va pas régler. Il faut qu'on essaie des nouvelles façons de faire. Mais si on n'essaie rien puis qu'on utilise toujours la même méthode, on n'aura pas de nouveaux résultats. Alors, la dernière question, c'est, vous et moi, nous savons aussi qu'il y en a qui quittent, surtout des médecins, qui quittent le système public pour aller au privé et qui se font beaucoup d'argent. Alors, dites-moi, quand est-ce que ces médecins-là vont préférer, vont donner préséance au système public, vont vouloir, s'ils ont la capacité de changer quoi que ce soit, vont vouloir donc faire une mise à niveau du système public pour qu'on se retrouve, nous, publics, autant choyés dans le privé que dans le public. Dites-nous ça. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose qui... Justement, là, vous parlez des médecins qui quittent le public pour aller dans le privé. Mais il y a quelque chose qui les mène à ça, c'est qu'en ce moment, au Canada et au Québec, c'est interdit pour un médecin, pour une infirmière, de pratiquer dans les deux, que ça soit dans une clinique privée et simultanément à l'hôpital. Et ça, c'est justement une des choses qui est assez anormale dans la majorité des pays, surtout de l'OCDE. C'est quelque chose qui est permis. Un médecin peut travailler, disons, un 40 heures à l'hôpital, puis après ça, s'il décide de faire un 10 heures ou 5 heures à la clinique, dans une clinique médicale privée. Ici, c'est malheureusement interdit. Alors que s'il y avait cette permission-là, les médecins pourraient faire les deux. Il ne faut jamais oublier qu'être médecin, c'est une vocation. Donc, un peu comme vous disiez, les gestionnaires qui ne savent pas compter, les médecins, ils sont là aussi pour soigner les gens. Ça fait partie, c'est une vocation, ils sont entraînés pour ça et c'est pour ça qu'ils sont en équipe. Alors, moi, j'espère qu'on reprendra cette discussion une autre fois, n'est-ce pas? Parce que il reste tellement et tellement de choses à dire. Mais le temps nous fait la guerre. On se reprendra une autre fois. Emmanuel Faubert, c'est une première avec nous. J'espère que j'étais correct avec vous. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Alors, Emmanuel Faubert, on se reparlera. Jeune économiste à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, et co-auteur de l'étude sur le succès éventuel des mini-hôpitaux gérés par des entrepreneurs indépendants. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Faubert. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.